J'ai 3 sujets à analyser ce soir. Donald Trump, le président américain, vient de défrayer la chronique en se planquant dans une cage pour échapper à l'Iran. La défaite des mercenaires de l'impérial terrorisme à 100 au Mali fait chialer la presse néocolonialiste française. 3e sujet, Paul Biya, toujours porté disparu, le Cameroun en plein cauchemar dans l'attente du néant. Abordons sans plus tarder le premier sujet de cette émission. Pendant plusieurs siècles et pendant plusieurs décennies, on nous a rebattu les oreilles avec l'idée de la toute-puissance. Eh bien, occidentale en général et américaine en particulier. On nous a dit que l'Amérique était la première puissance de ce monde, que l'Amérique était le gendarme de cette planète, que la volonté de Dieu s'incarnait sur la terre à travers la monnaie américaine, le roi dollar, à travers les plus de 830 bases militaires américaines répandues sur tous les continents, à travers l'OTAN, organisation militaro-politique hautement criminelle dirigée par les États-Unis. Il nous était dit que sur cette terre ne s'accomplit que ce que veut l'Amérique. J'ai 54 ans, j'ai vécu de la fin du XXe siècle à ce début du XXIe siècle et je n'ai connu que cette dictée et ce diktat. Dictée dans les livres, dans la réécriture révisionniste et négationniste de l'histoire du XXe siècle d'ailleurs, où les historiens occidentaux en général, américains en particulier, se sont débrouillés pour attribuer aux seuls États-Unis la victoire de la Deuxième et de la Première Guerre mondiale, oubliant les contributions décisives des armées soviétiques, russes et africaines pour la victoire de l'Occident contre les forces de l'Axe rassemblées autour de Hitler, de Mussolini et de Franco. Oui, tout le XXe siècle, on nous a rebattu les oreilles avec l'inamovibilité, l'invincibilité, l'indomptabilité, l'intouchabilité, l'implacabilité de la puissance américaine. Au point que certains des êtres humains qui vivent sur la Terre sont toujours convaincus que le monde appartient aux Américains et que nous autres, nous constituons, eh bien, en Europe, en Afrique, en Asie, le reste du monde. Que dis-je? Les restes du monde. Au sens littéralement des dernières crottes que libère un mammifère lorsqu'il a correctement déféqué. Voilà l'ambiance dans laquelle vous et moi, ici rassemblés, avons grandi. Mais nous qui vivons en cette année 2026, assistons d'une manière incontestable à ce qui a commencé d'une manière tragique le 11 septembre 2001. Le 11 septembre 2001 a été un tournant dans l'histoire de l'hégémonie occidentale, puisque des terroristes qui à l'origine étaient des agents de l'Occident, mis en place en Afghanistan pour combattre les soviétiques, se sont retournés contre la première puissance de l'Occident, les États-Unis d'Amérique, et l'ont cruellement frappé. Le plus grand attentat terroriste de l'histoire de l'humanité a eu lieu à New York, le 11 septembre 2001, lorsque des terroristes qui auparavant étaient des agents de la CIA pour combattre les soviétiques en Afghanistan, à savoir la bande de Mohamed Azam, d'Oussama Ben Laden, de Ayman al-Zawahiri, la bande de Mohamed Atta, cette bande-là, d'anciens agents de la CIA pour combattre les soviétiques, se retournaient contre ces maîtres, les frappaient, faisaient tomber les 2 Twin Towers, et on voyait trembler les pieds du géant américain. Cette séquence historique qui a commencé là, ce 11 septembre 2001, se poursuit inexorablement avec les déconvenus de la domination occidentale en général et américaine en particulier dans le monde. L'une de ces déconvenues, les plus monumentales, vient d'avoir lieu sous nos propres yeux, lorsque la République islamique d'Iran, sous l'inspiration de l'ayatollah Ali Seyed Khamenei et maintenant de son fils Mojtaba Seyed Khamenei, est en train d'infliger une défaite militaire spectaculaire, aux États-Unis d'Amérique en compagnie de leurs complices, eh bien morbides, l'État sioniste d'Israël. Oui, nous qui vivons en 2026 sur la terre, assistons au retournement des énergies terrestres, sous la force de la roue de l'histoire. Tous les médias mainstream qui, au début de la confrontation irano-américano-israélienne, juraient que l'Iran serait balayé en 2 jours, sont aujourd'hui presque tous d'accord, y compris les plus sceptiques d'antan, pour dire que l'Iran est en train d'administrer une déculottée,
stratégique, tactique, politique, médiatique, spirituelle, morale aux États-Unis d'Amérique et à leurs satellites, pour ne pas dire leur maître, leur petit maître, eh bien, l'État sioniste israélien. Dans ce renversement dialectique de l'histoire, qui rappelle un morceau philosophique dont je vous ai souvent parlé, et qui s'appelle la dialectique du maître et de l'esclave de Hegel, Georg Wilhelm Friedrich, le philosophe allemand, auteur d'un grand ouvrage appelé la phénoménologie de l'esprit. Dans cet ouvrage, Hegel explique que, qu'on le veuille ou non, même pour lui qui était un raciste indécrottable et qu'il pensait que les Africains étaient des êtres purement naturels, tout être humain qui est réduit en esclavage finit tôt ou tard par s'endurcir dans l'expérience de l'esclavage, dans l'expérience de la domination, et par se révolter contre son maître. Et c'est ainsi qu'un jour, l'esclave devient le maître du maître, et le maître devient l'esclave de l'esclave. La roue de l'histoire, sous la force du Tout-Puissant, ou sous la force de la contradiction dialectique entre les forces matérielles, selon que vous êtes spiritualiste ou matérialiste, la roue de l'histoire quand même, elle tourne. Elle tourne. Elle tourne inexorablement et elle ne laisse pas de place, eh bien, aux bavures. Aujourd'hui, la grande puissance de l'Occident, l'alliance militaro-politique occidentale qui dominait et écrasait le monde, sont au summum de leur division et de leur faiblesse. Et nous venons d'assister à une humiliation inimaginable. Inimaginable il y a seulement un an. Inimaginable il y a seulement un an. L'humiliation, eh bien, de celui qui représente tout naturellement la puissance américaine. L'humiliation de celui qui représente la puissance américaine. Selon toutes les agences de presse, y compris les agences de presse américaines, en visite en Turquie, les services secrets américains se sont rendus compte que dans le cadre de leur programme de vengeance contre le chef de l'État américain, à la suite de l'assassinat le 28 février 2026 du guide de la révolution iranienne Ali Seyed Khamenei par Donald Trump, les gardiens de la révolution iranienne avaient résolu d'abattre en représailles Donald Trump, c'est-à-dire de le tuer comme lui il a tué Khamenei. Car ils appliquent tout naturellement la loi du talion. Ils appliquent le principe qui dit que qui tue par l'épée périra par l'épée. Ce principe qui, dans ma langue bassa bantou, dit « ce que tu fais, te fait ». Alerté de l'intention et de la capacité technologique des Iraniens d'abattre l'avion présidentiel américain qui transportait Donald Trump, les services secrets américains ont résolu de trouver une parade pour extirper le chef de l'État américain de la mort certaine qui l'attendait. Non pas une mort délibérée, mais une mort provoquée par l'assassinat du chef de l'État iranien. Oui, on a beau dire, l'Iran incarne sur cette terre l'application du principe de la rétribution. L'Iran est l'une des nations qui, sur cette terre, rend de l'espoir aux opprimés. C'est l'une des nations qui permet à tout le monde sur la terre de dire ce qui nous arrive, nous, les opprimés, nous, que Fanon a appelé les damnés de la terre, peut arriver aussi aux puissants. La pierre de Dieu écrase doucement, mais elle écrase sûrement. Grâce à des pays comme l'Iran, comme la Fédération de Russie, comme la République populaire de Chine, le grand Sud global reprend confiance en la justice cosmique, qui est une justice supérieure à la justice humaine, à la justice institutionnelle, à la justice même du cœur des hommes. Oui, le cosmos parle. La loi d'action-réaction, l'une des 7 lois permanentes de la nature et de la supranature, est en opération totale. Action-réaction, la loi du karma. Pour tenter d'échapper à son karma, Donald Trump, qui avant sa deuxième réélection a déjà vu siffler son oreille traversée par une balle, probablement tirée par ceux-là même qui le tiennent aujourd'hui en otage et l'oblige à faire des guerres, Donald Trump a vu venir le jugement dernier. Lui qui a dit un jour à une journaliste qui lui demandait s'il pensait après sa mort aller au paradis, qu'il était sûr qu'il n'irait jamais au paradis, s'est donc rendu compte qu'il risquait d'être précipité vers sa destination, la destruction éternelle, s'il était précocement atteint par les frappes vengeresses de la République islamique d'Iran. Or, voici les services secrets américains se retrouvant dans une quadrature du cercle.
C'est ici que Django sera souffert. Comment sortir tout un personnage importantissime, comme Donald Trump, de l'avion Air Force One, qui incarne la majesté, la toute-puissance des États-Unis d'Amérique. Comment le sortir de cet avion diantre et le faire entrer dans un autre sans qu'il soit vu, sans qu'il soit reconnu comme tel, et que les munitions iraniennes qui lui étaient destinées soient réorientées opportunément sur lui. Et oui, c'est ici que les services secrets américains ont inventé une solution qui restera à jamais l'incarnation du ridicule total dans lequel se trouve la puissance américaine, désormais au bout de sa capacité d'agression planétaire impunie. La presse occidentale, la presse américaine essaye de sauver, pour ainsi dire, la mise à Donald Trump, en disant qu'on l'a installé dans un conteneur alimentaire. On l'a installé dans un conteneur alimentaire pour le sortir de l'avion Air Force One et le cacher dans un autre avion, un avion militaire qu'il a ramené, Manu Militari, eh bien, illico presto, qu'il a ramené tout naturellement en cachette aux États-Unis. Je vous invite à constater que c'est le premier gros mensonge. Non, Donald Trump n'a pas été mis dans un conteneur pour le sortir de l'aéroport. Ce n'est pas des conteneurs. Ce n'est pas des conteneurs qu'on utilise pour mettre la nourriture dans l'avion. Ce n'est pas des conteneurs. Le mot qu'on doit utiliser pour décrire l'objet dans lequel le président américain, tout le président américain a été mis, c'est le mot cage. Écrivez, il n'a pas été mis dans un conteneur, il a été mis dans une cage. Si on veut être sérieux, on doit dire il a été mis dans une boîte. Dans la langue anglaise, you must say he has been put in a box. A box, like the box is used for birds, just to get out of the plane and to be hidden in another plane and to run away in America. La vraie version des faits est que Donald Trump a été mis dans une cage, dans une boîte. Et comme il était improbable que tout un président américain se retrouve dans une cage quand même, se retrouve dans une boîte, à côté des repas. J'ai vu un commentaire qui m'a fait rire ici. Il y a un internaute qui a dit que si c'est lui qui avait été mis là-bas, en tout cas lui, il allait en profiter pour bien manger. Imaginez Donald Trump entouré de plats de macaroni, de plats de salade, et caché au milieu des morceaux de viande. Mais Donald Trump emballé littéralement avec les aliments, et transformé en produit fini et consommable en avion. Ça, c'est ce qu'on appelle l'ironie du sort, le comble du ridicule. Pour sauver Trump, on l'a transformé en nourriture mise en boîte. On l'a transformé en contenu de conserve. On a transformé Donald Trump en contenu de cage. Pour lui sauver la peau. N'est-ce pas le sommet du ridicule? N'est-ce pas le summum de l'humiliation? N'est-ce pas là la preuve absolue de la fin de cette toute-puissance? La fin de l'hégémonie de l'Occident? Ne se voit-elle pas dans cette image symboliquement forte? Tout un grand président des États-Unis d'Amérique, grand chef de l'OTAN, a dû se cacher dans une cage. Un objet dont la seule comparaison terrestre possible, c'est le cercueil. Il a fallu à Donald Trump faire le mort pour échapper à la mort. Astaghfirullah. On peut faire ça, tout un président américain, grâce à cette manière incroyable de manquer de courage, grâce à cette tremblote, à cette flippette. Donald Trump s'inscrit désormais dans l'almanach, dans l'album suprême des grands peureux, des poltrons, des fuyards, surtout quand on le compare à l'Himalaya anthropologique qui est incarné par l'ayatollah Ali Seyed Khamenei. Ali Seyed Khamenei, avec la fierté de Jésus montant sur la croix, avec la fierté de Socrate buvant sa ciguë, avec la fierté d'Osiris affrontant Seth, car il avait confiance en la puissance, eh bien, résurrectionnelle de Ra, Ali Seyed Khamenei s'est tenu debout sous les bombes américaines. Il a décidé de s'offrir en martyr pour que son peuple soit galvanisé sur le plan psychique, moral et spirituel, et que son peuple vainque, eh bien, l'impérialisme sioniste et américain. On a l'immense Ali Seyed Khamenei, placé au sommet du plus haut sommet de cette terre, le mont Everest, dans la chaîne de l'Himalaya, et on a en bas le tout petit Donald Trump caché dans une boîte. Voilà l'image que vous devez retenir de cette conférence. Cette image sera d'ailleurs représentée dans les prochaines heures sous la forme de l'intelligence artificielle. Ali Seyed Khamenei,
debout au-dessus du mont Everest, et Donald Trump caché à l'intérieur d'une cage, dans une boîte. Voilà l'état symbolique dans lequel se trouve le monde. La roue dialectique de l'histoire a tourné. Donald Trump devient désormais the man in the box. Alors que Ali Said Khamenei devient the man on the top of the hill, the man on the top of the heaven, the admirable man. Pauvres États-Unis d'Amérique. Si on leur avait dit que leur président finirait en sandwich, que leur président finirait à côté d'une sardine, que leur président finirait à côté du corned beef, ils auraient dit non. Donald Trump is the man in the box. L'homme dans la boîte. L'homme en cage. Mais, cette lâcheté, cette couardise, cette incapacité des dirigeants impérialistes américains contraste avec la brutalité avec laquelle ils s'abattent sur les autres. Si le camarade Nicolas Maduro était un lâche, il n'aurait pas résisté à son arrestation par Trump à Caracas. Maduro dépasse Trump. Parce que Maduro n'a pas fui Caracas quand Trump a attaqué Caracas. Lui et ses hommes ont résisté jusqu'à sa capture. Et Maduro est debout. Maduro, qui est pourtant prisonnier à New York, il est plus grand que Trump. Car il est plus courageux que Trump. Oui. Kadhafi, assassiné par l'OTAN d'Obama et Clinton en 2011, dépasse Trump. Il dépasse Obama, il dépasse tous les dirigeants américains. Car tous sont des poltrons. Kadhafi n'a pas fui la Libye. Il a combattu en Libye. Il est mort en Libye sur sa terre, en héros. Et l'Afrique aujourd'hui le pleure, le regrette, parce qu'on a compris seulement rétrospectivement son importance pour nous. Et depuis la mort de Kadhafi, nous devons nous interdire d'attendre que nos héros disparaissent avant de les célébrer. C'est la dernière fois que ça arrive dans ma vie à moi, de laisser un héros partir avant de le célébrer. Jamais plus je ne me permettrai un tel manque de vigilance. Parce que c'est une mauvaise tradition que nous avons en Afrique, de laisser les héros crever et ensuite de venir les célébrer. C'est honteux. C'est de la lâcheté morale, intellectuelle, politique. Non, le héros se célèbre dès qu'il pose un acte héroïque. Hic et nunc. Oui, Kadhafi dépasse Trump. Le président serbe, Milosevic, qu'ils ont assassiné, dépasse Trump. Bachar el-Assad, qui s'est battu jusqu'à la dernière minute, lui au moins il s'est battu, avant d'être extirpé par ses amis de la Fédération de Russie, il dépasse Trump. Saddam Hussein, il dépasse Trump. Saddam Hussein s'est battu dans son pays, a résisté dans son pays, a été capturé dans son pays et est mort dans son pays. Tous ces hommes qu'on a voulu présenter comme des misérables, comme des va-nu-pieds, comme des chiens galeux, comme des moins que rien, sont supérieurs à l'actuel président américain et à tous les présidents américains qui ont mené des guerres illégales et criminelles sur la terre. Car ceux-là sont des misérables lâches. S'ils avaient vécu à l'époque du Far West, tous les présidents américains seraient morts à l'idée d'avoir un duel. Parce que dans le code de l'honneur du Far West, instauré par les colons criminels qui ont exterminé les Indiens, quand deux hommes s'affrontaient, à un moment donné, chacun prenait son revolver, on tirait une vingtaine de mètres de distance entre les deux, et le meilleur tireur abattait l'autre. Les présidents des États-Unis, là, que j'ai vus se succéder, et qui ont fomenté toutes ces guerres illégales et criminelles, ils n'auraient même pas survécu à l'idée de se battre en duel avec leurs camarades êtres humains. Tellement qu'ils sont lâches. Regardez la tête de Bush en Irak, quand un Irakien visait sa tête avec une chaussure. Regardez la tête qu'il faisait. Regardez la tête de Donald Trump dès que quelqu'un fait un bruit à côté de lui. Même quand on crie seulement « Allahu Akbar », Trump s'évanouit. Donald Trump est donc l'incarnation du dirigeant impérialiste. Les impérialistes, les néocolonialistes sont des lâches, sont des poltrons, sont des peureux. C'est pour ça qu'ils sont violents. La violence brutale, la violence aveugle est un signe de lâcheté. C'est la faiblesse qui rend les êtres humains violents. Un être humain qui est maître de lui-même n'est pas violent. Il sait utiliser sa puissance, il n'en abuse pas. La violence aveugle est l'apanage des faibles. Parce qu'ils ont peur. Et comme ils ont peur, eh bien, ils en font toujours trop. Pour essayer d'apaiser leur peur. Mais je ne saurais clore tout naturellement ce passage sur le ridicule, le comble de l'humiliation que l'Occident vient de s'infliger à travers un Donald Trump tel que nous l'avons vu, sans examiner un certain nombre de personnages qui sont d'ailleurs admiratifs de Trump et qui appartiennent à sa clique et qui ne sont pas moins ridicules.
Si vous prenez Macron en France, c'est quand même le président le plus ridicule de l'histoire de la France. Il a été publiquement giflé par un citoyen, tout le monde a vu. Il a été publiquement giflé par sa propre femme, tout le monde a vu. Est-ce qu'il y a président plus ridicule dans l'histoire de France qu'un président battu dans la rue par un citoyen et battu à la porte d'un avion par sa propre femme? Voilà Macron. Si vous prenez des gens comme Merz à la tête de l'Allemagne, vous prenez les Meloni à la tête de l'Italie, vous prenez l'autre, comment il s'appelait, qui était à la tête de l'Angleterre, dont le nom m'est complètement sorti de la tête tellement il ne servait à rien. L'ancien Premier ministre anglais. Son nom finit par Armer, quelque chose comme cela. Ce type-là, vous le prenez. Si vous prenez Milei en Argentine, les dirigeants trompiens, vous prenez Netanyahou, l'un des plus grands fuyards que la terre puisse compter, Netanyahou. Le grand criminel qui est à la tête du gouvernement israélien et qui est hué, pourchassé même au Parlement, à la Knesset israélienne. Vous les prenez tous. Vous prenez un type comme Zelensky, des poltronnés, des pisseurs dans leur froc. Et c'est pour ça que ce sont des assassins. C'est pour ça que ce sont des lâches. Starmer, merci de me rappeler l'épellation du nom de cet homme à la petite cuillère du train de Kiev, en compagnie de Merz et de Macron. Ces gens-là sont des lâches. Pris personnellement, c'est des gens qui ne peuvent pas affronter le tragique de la mort. Mais comment peut-on se hisser à la tête d'un État en n'ayant pas réglé la question de sa mortalité, en n'ayant pas réglé la question du courage, en n'ayant pas surmonté la peur de mourir? Comment peut-on diriger un grand pays alors qu'on est un poltron? Voilà le malheur qui a frappé l'Occident. Mais venons en Afrique. Ici en Afrique, l'un des plus grands poltrons de l'histoire politique africaine est un admirateur de Donald Trump, est un admirateur de ces dirigeants frelatés qui incarnent aujourd'hui le déclin de l'Occident. C'est l'un des plus célèbres sauteurs de clôture de l'histoire politique de la planète Terre et même du système solaire. Suivez-moi du regard. C'est le satrape reptilien venu de Sindou pour troubler la paix des Ivoiriens et en renier notre belle terre burkinabé de Sindou dans l'espoir de troubler toute l'Afrique avant d'être bientôt dégagé. Vous savez ce qu'il a fait? Alors que c'est lui qui était le cerveau du coup d'État pour renverser le régime du président Laurent Gbagbo, quand la résistance des forces loyales au président Laurent Gbagbo a commencé à mordre dans les jarrets des assaillants, Alassane Dramane Ouattara a battu un record olympique de la poltronnerie politique. Alassane Dramane Ouattara piqua un sprint, grimpa sur un mur extrêmement vertical, arrivé au sommet de ce mur qui séparait sa résidence de l'ambassade d'Allemagne. Alassane Dramane Ouattara plana et s'aplatit de toute la lourdeur de son corps dans la pelouse. Le bruit s'entend encore jusqu'à l'instant où je vous parle. Bouillard! Alassane Dramane Ouattara atterrit, le ventre plat, sur la pelouse de l'ambassadeur d'Allemagne. Et il se mit à geindre. Appelez l'ambassadeur de France, appelez l'ambassadeur de France, il n'a qu'à venir me chercher. Je suis en danger, au secours. Bitte, bitte, helfen Sie mir, helfen Sie mir. Le petit allemand qu'il avait appris au lycée là est sorti. Helfen Sie mir, bitte, bitte. Il fait. L'ambassadeur d'Allemagne sort. Il constate d'abord un trou qui a été fait dans sa pelouse. Et dans le trou, exactement comme Trump dans sa cage, Ouattara Dramane, l'homme à la démarche en point virgule, était là. Was wollen Sie? Non, parlez en français ou parlez en anglais, parce que mon allemand même j'ai oublié. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Amenez-moi à l'ambassade de France. Les troupes de Gbagbo arrivent. Amenez-moi. Vous vous souvenez de ce que Laurent Gbagbo a fait? Le jour où, avec la coalition de l'ONU, de la France et des forces nouvelles, sa résidence présidentielle a été attaquée. Où est-ce qu'on a trouvé Laurent Gbagbo? Est-ce que Laurent Gbagbo a cherché à monter sur une pinasse sur la lagune et briller pour se chercher? Est-ce que Laurent Gbagbo a cherché à aller dans le pays de quelqu'un? On l'a trouvé dans son palais présidentiel. Il a dit, si je dois mourir, je meurs ici. Il sera dit, il est mort dans le palais présidentiel de la Côte d'Ivoire. Et c'est par là que Laurent Gbagbo a marqué l'histoire. C'est là qu'il a marqué l'histoire. Car il a remporté la victoire symbolique. Face à Ouattara, qui avait toute la force du monde, Laurent Gbagbo, lui, n'a jamais été habité par la peur. Oui! On monte, on descend, c'est là qu'il a gagné. Et par là même, on aurait déjà pu sentir qu'il allait gagner à la haie. Parce qu'il avait battu Ouattara au duel d'homme à homme. Ouattara, soutenu par l'ONU, soutenu par la France, soutenu par la moitié du champ politique ivoirien,
eh bien, ne parvient pas à faire fuir Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo attend. On vient, on l'arrête. Quand ces hommes ne peuvent plus combattre, on vient, on l'arrête. Oui, ce sont des images qu'on a vues. Alors qu'il lui avait été proposé de fuir. Il lui avait été proposé de s'échapper. Des gens, sans doute habités de très bonnes intentions, lui avaient proposé toutes sortes de plans d'évasion. Un peu comme Socrate, tout naturellement, fut condamné à la ciguë et vit plusieurs de ses amis lui proposer des évasions. Laurent Gbagbo dit non. Pour que l'histoire sache que c'est une coalition internationale qui est venue me déloger, on me délogera ici. Et là, il remporta la bataille historique. Parce que l'histoire retiendra que face à une force infernale, lui, il n'a pas flanché. Donc, je conclus ce premier sujet en vous disant, Donald Trump dans une cage. Ne dites plus jamais dans un conteneur. Parce que le conteneur, c'est un espace à peu près grand comme celui d'une petite chambre. Non, c'est pas ça. Ils ont essayé d'inventer la théorie du conteneur pour essayer de sauver ce qui reste de l'honneur de leurs dirigeants. Non, il n'était pas dans un conteneur. The man in the box, c'est son nouveau nom. L'homme dans la boîte. C'est ça Donald Trump. Chaque fois qu'on va parler de lui, maintenant dans nos médias en Afrique, je vous propose de l'appeler l'homme dans la boîte. The man in the box. L'homme dans la boîte. Cette boîte dans laquelle Trump est entré, en se mélangeant avec le macaroni, la sardine, en se mélangeant avec les bouteilles, les petites bouteilles de vin rouge, de vin blanc, en se mélangeant avec le riz, c'est l'humiliation symbolique, c'est le rapetissement, le raplatissement de l'orgueil de l'Occident. C'est terminé. Ce sont des signes qui nous sont envoyés par la justice cosmique. Ils ont fini dans une boîte. Ils ont fini dans un trou. Ils ont fini dans un réduit. Ils sont finis encapsulés, ensardinés. La toute-puissance de l'Occident a été mise en boîte par l'Iran. Car de quoi a-t-il peur? Donald Trump est quand même un homme de plus de 80 ans. C'est quelqu'un dont toute la vie pratiquement est derrière. Il craint quoi? La mort? La mort va le prendre, comme elle nous prendra, nous tous. À son âge, on ne devrait plus avoir peur de la mort de cette façon-là. C'est une honte, sur le plan même de l'éducation personnelle. Un vieillard comme lui, qui tremble à l'idée de mourir comme ça, est indigne de diriger les gens. Ce type-là est supposé être quand même le commandant suprême en chef de la grande armée américaine. On peut faire ça? Est-ce qu'on peut faire ça? Le commandant en chef de l'armée américaine se retrouve dans une boîte, une cage, comme un perroquet encagé, comme un pigeon. En réalité, c'est l'histoire qui parle. C'est un message qui nous vient de la justice cosmique pour avertir le monde entier que la domination de la Terre par l'Occident est achevée. Evo, Abana, Peu, Enel, Ibakana, Imal, Amien, Gassi. C'est fini. Dites ça dans toutes les langues africaines. La domination de la Terre par l'Occident est terminée. Écrivez ça. Tilana Yomi. Écrivez. Voilà le message qui nous a envoyé par la justice cosmique. La mise en boîte de Donald Trump est en réalité la mise en boîte de tout l'Occident. Aucun dirigeant occidental n'est plus puissant que Trump. Yamewa. Si un dirigeant occidental qui est le plus puissant se retrouve en boîte, c'est Macron. C'est qui? C'est Merz. C'est qui? C'est le Premier ministre britannique. C'est Meloni qui va vous impressionner. Qui va vous impressionner en Occident? Leur plus grand, gros bras, s'est caché dans une boîte. C'est fini. Alors, il y a un autre individu, lui, il est aussi en Côte d'Ivoire, qui avait battu une prouesse de cette nature. Je ne peux pas l'oublier. C'est Mr. Botchoman, comme on l'appelle affectueusement, Adama Bictogo. Adama Bictogo doit être salué parce qu'il vient d'être rejoint dans le club des grands fuyards, des contorsionnistes. Si ça se trouve, ces gars-là, ils ont fait une formation à yoga. Parce qu'Adama Bictogo, lui, il a réussi à se plier pour entrer dans la malle arrière d'une 205 et pour échapper aux hommes de Laurent Gbagbo à Abidjan. Dédicace spéciale, eh bien, à l'homme du tabouret. À l'homme qui a sauté de son propre tabouret. Le tabouret qu'il avait, croit-il, arraché et qui lui a brûlé son très généreux derrière. Adama Botchoman Bictogo. Ce monsieur-là, quand vous le voyez,
il faut le saluer. Il faut lui dire bravo, parce que Donald Trump vient de rejoindre votre championnat. Lui, il a réussi. Il s'est mis, il s'est mis à l'intérieur de la malle arrière d'un petit véhicule 205. On dit même quand tu ouvrais la malle arrière, tu ne voyais pas Adama. Le gars s'est blotti, recoquevillé, rapetissé, minusculé, à un niveau tel que il a passé tous les barrages. Les militaires, les policiers, les gendarmes soulevaient la malle arrière, on ne voyait pas Adama. Le gars a réussi à se mettre en boule. Il était plus petit qu'un escargot. On ne l'a pas vu. Oui! Le monsieur que vous voyez là, Adama Bictogo. C'est comme ça qu'il a échappé en son temps au pouvoir du président Gbagbo. Donc on peut dire que tous ces gens-là, en réalité, se caractérisent par une poltronnerie remarquable, une poltronnerie artistique. Parce que ce sont des gens qui en réalité n'ont pas confiance en eux-mêmes, qui n'ont pas confiance en la politique qu'ils font, et qui savent qu'ils n'ont probablement qu'une seule et dernière incarnation, celle-ci. Voilà pourquoi ils font tout pour prolonger autant que possible cette vie, car quelque chose leur dit intimement que c'est la dernière qu'ils puissent avoir de l'éternel, au regard du mal qu'ils ont fait quand leur a été accordée la forme humaine. Requiem. Requiem pour la domination, eh bien, occidentale. Nous pouvons dire à la domination occidentale, RIP. Requiescat in pace. Requiescat in pace. Hein? Requiescat in pace. Hein? Ou in pacem. Requiescat in pacem. Hein? À la domination occidentale, avec cet événement de Trump dans la boîte, Trump, the man in the box, we can say, rest in peace. Western domination. C'est fini comme ça. C'est fini. L'histoire se répète toujours deux fois. La première fois sous la forme d'une tragédie et la deuxième fois sous la forme d'une comédie. Voilà la comédie. La tragédie, c'était le 11 septembre 2001. La comédie, c'est maintenant. Trump, Donald, the man in the box. N'oubliez pas son nom. Chaque fois qu'on va parler de lui, on dira the man in the box, l'homme dans la boîte. Et vous saurez de qui on parle. Le petit monsieur Trump, qui s'est rapetissé pour échapper provisoirement à la colère des grands vengeurs de la République islamique d'Iran, dont il a tué impunément jusqu'ici le guide. Dans la vie, ce que tu fais, te fait. Abordons sans plus tarder le second sujet de cette émission.